Bonjour à tous, je vais déjà me présenter rapidement. Donc je m'appelle Pierrick, je suis designer. J'ai été diplômé de l'ESAT de Reims en 2006. Depuis, j'ai exercé en tant que designer indépendant à Londres et à Paris jusqu'en 2014, date à laquelle j'ai intégré ici Montreuil pour travailler là-bas en tant que Fab Lab Manager et designer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la structure ici Montreuil. Donc ici Montreuil, c'est un makerspace qui aujourd'hui est le plus grand de France. Très exactement, on a 1750 mètres carrés répartis sur deux niveaux. On a à peu près 1450 mètres carrés d'ateliers, 300 mètres carrés d'espace réunion et coworking. Cet espace est ouvert aux professionnels et aux amateurs. En majorité, on a des professionnels. Les amateurs vont venir plutôt le soir nous voir et rencontrer les professionnels qui exercent au sein du lieu. Donc le lieu, je vais surtout pour l'instant m'attarder sur tout ce qui est atelier. On a une dizaine d'ateliers. Comme vous pouvez le voir, ça va aller autant de l'artisanat bois, métal, jusqu'à ce qui est la création numérique, voire aussi les ateliers d'artistes. Le concept du lieu, c'est avant tout d'offrir cet accès machine. Mais les dirigeants du lieu se sont rendus compte, c'est des Montreuillois, ils se sont rendus compte en investissant un peu la ville pour écrire un bouquin qui avait énormément d'artistes, d'artisans, de designers, et que le problème de toutes ces personnes était qu'elles étaient isolées, autant au niveau possibilités matérielles que niveau réseau. D'où l'idée d'ici Montreuil pour réunir toutes ces personnes en offrant à la fois un accès machine, des compétences, puisque chaque artisan peut amener ses compétences aux autres, un service d'accompagnement, alors il peut être d'ordre juridique, il peut être comptable, il peut être dans l'accompagnement pour monter une entreprise. Ce type d'accompagnement, on le voit surtout à la base dans les incubateurs pour les startups. Et enfin, le réseau. Le réseau, c'est ce qui, je dirais, caractérise le mieux ici Montreuil. C'est avant tout un lieu de rencontre. On essaye aujourd'hui de monter une communauté donc d'artistes, d'artisans. On a aussi des journalistes, on a des web designers, des graphistes, des détectives privés. Voilà, toutes ces personnes, en fait, oui, détective privé, c'est étonnant, c'est moins passionnant quand on lit les comptes rendus. Toutes ces personnes se rencontrent et se côtoient au jour le jour et finissent par échanger. Ce qui est intéressant, au niveau des artisans, ça va être la mutualisation des projets. Il faut vous imaginer qu'un artisan aujourd'hui, il est souvent auto-entrepreneur, galère dans son coin. Ils n'ont pas forcément toujours du travail. Le fait d'être ici Montreuil va leur donner en fait plus de travail d'une façon très simple. C'est comme ils sont plusieurs dans un seul et même atelier, ils vont accepter plus de projets. C'est-à-dire que normalement, à leur échelle, en étant seuls dans un petit atelier, ils vont limiter le nombre de projets qu'ils acceptent par souci de pouvoir répondre à toutes les demandes. En étant ici Montreuil, déjà, ils ont beaucoup plus d'espace et de matériel, mais surtout, ils ont de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'entre artisans, ils s'échangent les projets. Donc, résultat, ça augmente non seulement leur force de frappe, mais ça leur permet aussi de développer leur réseau, puisqu'ils s'échangent leurs clients entre eux. Et ce qu'on constate souvent, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent par s'associer. Donc, ils arrêtent leur statut d'auto-entrepreneur pour créer des entreprises. Étonnamment, ce n'est pas entre artisans du même atelier, mais c'est souvent, par exemple, un serrurier qui va s'associer avec un ébéniste. Aujourd'hui, on a quand même 3 petites maisons d'édition de mobilier qui se sont montées au sein du lieu. Donc, notre communauté permanente est constituée de 163 makers. Donc, quand je dis makers, je comprends bien évidemment les artisans, les designers et les artistes. Quand je dis permanent, c'est parce qu'ils sont en résidence chez nous, ils payent un abonnement, on est une entreprise. Donc, ils sont là à mi-temps ou à plein temps. Ça représente à peu près 63 savoir-faire. Alors ça évolue assez souvent. Il y a encore 2 ans, on en avait qu'une trentaine. Aujourd'hui, donc 63, ce qui est déjà pas mal. Sur 63 savoir-faire, un tiers c'est de l'artisanat pur. Un autre tiers, ça va être, je dirais, du designer, qui soit web, graphiste ou produit.
Et après, c'est tous les autres métiers, dont ce que je vous disais, détective privé, journaliste. On a aussi une entreprise qui crée des jeux vidéo. Alors, pour l'entreprise, on a 3 sources de revenus. Donc la première, comme je vous le disais, c'est les abonnements. Donc aujourd'hui, les résidents professionnels, en général, prennent un abonnement plein temps ou mi-temps. Pour les mi-temps, ils l'aménagent comme ils veulent. C'est aussi la flexibilité du lieu. Mais on propose, puisque l'intérêt d'un lieu comme ça, c'est aussi d'être ouvert un peu vers l'extérieur, puisqu'on a l'appellation Fab Lab. La charte des Fab Labs nous oblige aussi ça, et c'est ce que l'on veut de toute façon, c'est d'avoir nos portes ouvertes à tout le monde. Donc on a des personnes qui peuvent venir, on n'a pas besoin d'être abonné pour accéder au lieu et à ses prestations, mais souvent les personnes après veulent pouvoir intégrer les ateliers et en profiter. Donc on a proposé un abonnement à la carte ou en soir et week-end pour les gens qui ont un travail à côté. La deuxième source de revenus, c'est les formations. Donc on imagine bien qu'en ayant 63 savoir-faire réunis dans un lieu, ça nous permet d'offrir en fait vers l'extérieur des formations. Ces formations sont dispensées tant au niveau du grand public qu'au niveau des entreprises. Là où c'est intéressant pour nos résidents, c'est que c'est eux qui vont faire ces formations. Ils sont donc rémunérés pour ça. Et en général, une journée de formation va leur payer l'abonnement au mois. Donc c'est plutôt non seulement très rentable pour eux, mais ça leur facilite grandement le développement de leur business. La dernière source de revenus, c'est les collaborations avec les entreprises. Donc elle peut être de 2 formes. On a des formations aussi pour les entreprises, mais qui se passent un peu d'une façon différente, je l'expliquerai plus tard. Et du prototypage. Aujourd'hui, on a un atelier de conception dont je suis le responsable. En tant que designer, je fais tout simplement mon métier de designer pour des entreprises. Alors, quand on dit prototypage, il y a de la fabrication. Ça, c'est l'équipe que je monte auprès des artisans. Et dans ce cas-là, je serai chef de projet et on nous amène déjà un produit conçu. Mais la plupart du temps, on va être contacté par des entreprises qui ont une idée. Et là, on fait vraiment toute l'étape de conception. Donc, le concept, le design et la fabrication. Donc là, je vais m'attarder un peu sur les formations. Donc depuis très peu de temps, on a le label de l'école du numérique. Donc l'école du numérique, le projet que l'on a soumis, c'est une formation intensive en 6 mois qui s'adresse aux décrocheurs. Les décrocheurs, c'est souvent des jeunes en difficulté, des jeunes sans emploi et des jeunes sans diplôme. On va les recruter d'une façon très simple. Alors le but, bien évidemment, c'est de les former pour être des entrepreneurs makers ou des entrepreneurs du numérique. Donc le recrutement, la première partie, en fait, on est en train de concevoir un bus qui sera un bus Fab Lab qui va circuler en fait dans les banlieues pour aller présenter des projets, inviter les jeunes à y participer. Donc ça sera par session de 3 heures. Ce sera avec mon collègue qui s'occupe du Fab Lab avec moi. Le but, c'est déjà de les intriguer, de les attirer vers cet univers-là. Et ensuite, on va soumettre des candidatures pour à peu près une vingtaine de personnes qui vont suivre cette première formation qui aura lieu en septembre. La deuxième phase, c'est une immersion intensive dans notre lieu. Donc là, en fait, ils vont découvrir un peu l'ensemble des métiers. Donc en gros, ils vont être répartis sur ces 2 mois dans tous les ateliers avec des artisans qui seront bien évidemment rémunérés pour s'en occuper. L'idée, c'est de les former. Donc ils vont découvrir les métiers du bois, métiers du métal, métiers du tissu, du cuir, du bijou, de la sérigraphie et j'en passe. Puisque le but, quand on dit entrepreneur maker et entrepreneur numérique, dans l'absolu, ce serait pour s'orienter pour être entrepreneur au niveau de l'objet connecté. Mais bien évidemment, l'électronique et la programmation, c'est bien, mais derrière, il faut quand même concevoir, il faut se rendre compte qu'il faut penser, dessiner et fabriquer. Et pour ça, c'est bien d'être sensibilisé en fait aux différentes techniques, comme vous pouvez l'être au sein de l'école. Et enfin, les 4 derniers mois, ça va être un projet donc ils doivent avoir un projet professionnel qui va fonctionner sous forme de binôme. Et pendant ce projet, ils vont être encadrés par des membres de Fab & Co. Alors, Fab & Co, c'est une association que ici Montreuil et le Fab Lab de Renault ont monté. Ça regroupe tous les Fab Lab managers professionnels de France, comme par exemple Bouygues, Alcatel, Airbus ou d'autres entreprises liées à l'aéronautique. Et en fait, chaque binôme aura un tuteur qui est Fab Lab manager dans une de ces entreprises.
Bien évidemment, à la fin, le but, c'est que ce projet devienne, si possible, réalité, d'où, encore une fois, l'intervention du collectif Fabenco, qui va mettre un moment son savoir-faire, ses technologies et ses moyens à la disposition en fait, des étudiants qui vont suivre cette formation. Donc là, le but, c'est qu'on ait 3 promotions par semestre. Aujourd'hui, au sein d'ICI Montreuil, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ICI Montreuil, on est en train de se développer. Le concept ici, on va essayer de le répandre dans toute la France, puisque comme je le disais, on est une communauté. Plus cette communauté s'agrandit, plus on est capable d'échanger du savoir-faire. Donc à l'heure actuelle, dans les 2 prochaines années, on va ouvrir 4 autres lieux. Un à Lille, un dans le Pas-de-Calais, un à Dijon et un à Bordeaux. L'idée derrière ces lieux, c'est pas de faire une copie de ce qu'est ici Montreuil, ça va être de spécialiser. Je vais prendre l'exemple de Bordeaux où les ateliers vont être spécialisés dans les sports de glisse. Donc ça va être, dans l'idée, c'est pouvoir faire de la conception de planches à voile et de surf. Donc tous les ateliers qui vont avec, comme des ateliers pour le travail de la fibre de carbone, de la résine, du polystyrène. En faisant ça, ça nous permet en fait d'élargir le parc machine disponible au sein d'ici. Et donc de ce qu'on propose à nos résidents, puisque quand vous êtes résident de ICI Montreuil, vous êtes résident de tous les autres lieux. Donc vous avez accès de façon permanente à tous les autres lieux en France. Donc au niveau des collaborations avec les entreprises, on a 3 types de collaborations. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Alors, l'immersion, ça se passe souvent sous la forme de séminaires d'entreprise. C'est des entreprises qui en ont marre de faire des séminaires dans des châteaux ou dans des salles de réunion, qui veulent juste un peu se changer l'esprit et surtout développer de nouvelles collaborations entre les différents employés. Donc en fait, ils viennent s'immerger 1 ou 2 journées au sein de notre lieu pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec leur business. Je vous donne un exemple qui est assez surprenant. C'était la Société Générale qui a passé une journée comme ça. Cette journée, la matinée, ils l'ont commencé en faisant du yoga et de la gym dans une salle de réunion. Et l'après-midi, ils ont fabriqué des meubles. Voilà. Et là, on parle de banquiers et de personnes qui sont au secrétariat. Donc c'est assez surprenant à voir. Ce qui est encore plus surprenant, c'est de voir le résultat, comment les liens se développent entre les employés, surtout comment ils apprennent à se connaître et découvrir que n'importe qui au sein de la société peut avoir des idées, puisque c'est quand même le but de ces immersions. C'est qu'il y a aujourd'hui dans les grosses entreprises une certaine hiérarchie. En venant dans notre lieu, on essaye vraiment de bouleverser ça, c'est-à-dire qu'on les met tous au même niveau. Et avec les projets créatifs qu'on leur fait faire, on essaye de montrer que finalement, que ce soit la personne qui est au secrétariat, derrière son ordinateur, ou un commercial, ou même un patron, tout le monde peut avoir de bonnes idées, en discuter avec les autres et les développer. Ça résume. Dans les sociétés qui viennent nous voir, donc on a la Société Générale, Equium, qui est une cimenterie, je ne pourrais pas vous détailler exactement. On a eu la Française des Jeux, Faber Novel, et voilà, tous celles qui sont inscrits là. Ça, c'est l'exemple de ce qu'a fait une entreprise qui est à la base une entreprise de web design et de communication. Ils ont fait ça en une journée. Eux, pour le coup, ils étaient toute la journée dessus. Ils nous ont demandé de leur proposer un projet à développer et quelque chose qu'ils pourraient ramener au sein de leur entreprise. On leur a proposé de fabriquer une borne d'arcade. Donc voilà le résultat. Alors, ensuite, on a des formations. Donc ces formations, elles s'adressent... Alors on a 2 types de formations. On a une formation qui se fait en groupe et une formation qui se fait plus au niveau individuel. Donc la première formation qui se fait en groupe se fait avec une compagnie qui est hébergée chez nous qui s'appelle Useful, qui est une boîte de marketing online. Donc les Creative Tech Days, le but c'est de faire comprendre aux entreprises que la technologie est facilement appréhendable. On parle de petites technologies comme le Arduino, le Raspberry Pi pour ceux qui connaissent. Et c'est de leur montrer que dans leur processus, aujourd'hui c'est quelque chose qui est souvent externalisé dans les entreprises. On essaye de leur faire comprendre qu'ils peuvent le faire en interne. C'est-à-dire que on essaye de les former pour que eux-mêmes dans leur réflexion, ils puissent déjà expérimenter. Le but c'est d'amener ce côté expérimental au sein des entreprises.
Et la finalité de ça, c'est pour qu'ils puissent être au plus proche des besoins digitaux des utilisateurs, qu'ils puissent comprendre cette technologie, comprendre ses tenants et ses aboutissants, et savoir comment l'utiliser au mieux pour les utilisateurs. Ensuite, on a une autre formation alors, qui a un très joli nom, méthode et métier dans le... tout simplement, c'est une formation de Fab Lab Manager. Donc, tous les membres de l'association Fab & Co vont passer par notre lieu et ils vont être formés tout simplement pour gérer un Fab Lab, en sachant que, en général, ce sont des personnes qui ont souvent aucune expérience manuelle, encore moins au niveau du design. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaye de montrer dans le métier de Fab Lab Manager, c'est que ça nécessite un minimum de connaissances, ça nécessite cette approche. Ce n'est pas juste des connaissances techniques et appuyer sur un bouton, mais c'est aussi toute une façon de concevoir les produits, même si c'est une simple pièce à découper à la machine laser. C'est une formation qui va se faire en 7 jours, avec une introduction à ce qu'est l'univers des makers, ce qu'est un Fab Lab, puis après une formation bien évidemment technique quand même sur les machines, et enfin un projet pour les mettre à l'essai. La troisième collaboration, qui est aujourd'hui la plus intéressante autant pour le lieu que pour nos résidents, c'est le prototypage. Le prototypage aujourd'hui, donc comme je vous l'ai expliqué, il y a deux formes. Il y a la fabrication pure et il y a aussi de la conception. Sur la fabrication pure, on va monter une équipe au sein de nos résidents, puisqu'avec 63 savoir-faire, en général, on arrive à répondre un peu à toutes les demandes. Si on ne trouve pas, on va faire appel au réseau direct de nos résidents. Et quand il s'agit de la conception, ça, il y a une partie qui se fait en interne. Je ne suis pas le seul designer à ICI-Montreuil, on est 5 aujourd'hui. Donc en fonction en fait, du type de projet, on a quand même un peu plus ou moins tous nos spécialités, donc on va se répartir les tâches. En type de projet sur lesquels on a pu travailler, on a travaillé pour Sony, c'était présenté au marché de Noël l'année dernière. Sony a développé tout un concept pour qu'on puisse, alors c'est bien compliqué, mais sur votre tablette, vous pouvez voir ce qu'affiche votre PlayStation qui est à la maison et vous pouvez jouer à votre tablette avec une manette que vous avez dans votre poche. Bon, il faut se balader avec, mais l'idée c'était de faire un automate. Je ne dis pas robot puisque eux appellent ça robot, ce n'est pas un robot, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est un automate qui est connecté à Internet. Et en fait, le jeu est visible sur Internet, les internautes votent, sauf que toutes les commandes sont balancées en même temps. Donc, on imagine à peu près 80 personnes qui jouent en même temps. C'est envoyé sur l'automate qui, lui, en fait, les reproduit sur la manette qui contrôle le jeu. Le deuxième projet qui s'appelle Dream, c'est un bandeau connecté qui permet d'analyser le sommeil. Ça, c'est un projet qui a commencé tout d'abord par une collaboration entre ICI-Montreuil et l'école polytechnique. Mon collègue et moi-même, on encadre en fait un workshop qui se fait à l'école polytechnique qui est sur les technologies innovantes. On les guide vraiment là pour le coup, c'est qu'au niveau technique puisque le design est encadré par Strait Collège. Pendant ce projet, donc, on a aidé à la conception de ce bandeau qui analyse le sommeil au niveau électronique avant tout. Ils sont revenus nous voir un an plus tard parce qu'ils avaient des besoins tout simplement techniques au niveau de la réalisation du bandeau, puisqu'ils ont des exigences assez compliquées sur la matière, sachant qu'elle doit être conductive. Et il s'avère qu'au final, on a terminé avec une prestation design derrière. On a dessiné le bandeau, on leur a fait des propositions. Maintenant, de là vous dire si ça aboutit, je ne sais pas, puisque le projet s'est stoppé le temps d'un financement de l'entreprise. Le projet suivant qui est un peu moins passionnant mais qui a été assez intéressant sur la collaboration avec des résidents, c'était un projet pour Red Bull. Il y avait une finale de breakdance à Paris, la finale mondiale de la compétition Red Bull. On nous a demandé tout simplement de réaliser la ceinture que vous pouvez voir là. Donc je vous avoue que c'est plutôt de mauvais goût. C'est un graphiste qui s'est éclaté en photo sur son écran et qui nous a balancé cette belle image et on a dû la réaliser derrière. Et c'est là où ça a été compliqué puisqu'on avait 7 jours pour la faire. Or, ils nous ont dit on veut de l'or. Donc c'est un peu compliqué, surtout quand le budget est très bas. Et là, justement, c'est grâce aux différents savoir-faire de nos artisans qu'on a pu répondre à cette demande. Et aussi, je dirais, à leur motivation, puisqu'il y a eu à peu près 72 heures non-stop de travail pour arriver à la terminer à temps.
Un projet alors, qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui est assez intéressant, ça c'est une collaboration qu'on a avec Bouygues Construction. Bouygues Construction est venu nous voir avec une problématique qui est que lorsqu'ils sont sur les chantiers et qu'un mec perce ou fait du marteau-piqueur, ils ont des plaintes de leurs voisins. Donc leur problématique était toute simple, c'est est-ce qu'on peut arriver à fabriquer un écran anti-bruit que l'ouvrier peut construire assez facilement autour de lui pendant qu'il travaille. Donc la première image à gauche que vous pouvez voir, ça c'est la jolie maquette réalisée par les gens de chez Bouygues. Donc ils ont fait une journée d'immersion où on a d'abord parlé du concept et après ils ont fait une journée de workshop avec nous. L'idée derrière le workshop, c'est pas bien évidemment de faire une maquette jolie et fonctionnelle, puisque c'est des personnes qui ne sont pas du tout habituées à être manuelles. Donc venant de l'ESSAD de Reims, il y a un truc qui m'est resté, c'est de faire des prototypes avec 3 bouts de mousse et du carton. Puisque je crois que bien avant votre époque, les ateliers étaient beaucoup plus simples que ce que vous connaissez maintenant. Il s'avère que cette technique est assez efficace puisqu'il n'y a pas de contrainte au niveau de la matière, on s'en fout de savoir comment ça fonctionne. Le but, c'est juste d'exprimer une idée. Donc là, l'idée, je ne sais pas si on la comprend très bien à gauche, mais on a un mât télescopique avec une bâche anti-bruit qui est censée être fixée sur un diable. L'étape suivante, ça c'est notre équipe qui l'a fait, c'est la 3D qui est au milieu. Donc là, tout simplement, on part de leur maquette et on va leur faire la 3D du produit tel qu'on le voit. Et à droite, vous avez le prototype qui a été livré en 2 jours, puisqu'ils nous ont appelés, ils nous ont dit, on sait, on est vendredi matin, il nous faut pour le lundi après-midi. Donc heureusement, on avait un diable qui traînait. Ce qui est là où c'est pour nous où on a une belle récompense, c'est que sur 11 projets présentés au service innovation de Bouygues, c'est celui-là qui a reçu la récompense pour l'année 2015. Alors la récompense, c'est pas très important. Ce qui était important pour nous, c'était de voir que le processus créatif qu'on met en place avec ces entreprises fonctionne. Alors ça c'est un prototype. Je vais enlever le mot design pour l'instant. Il n'y en a pas vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un projet qui est sur du long terme. C'est plus d'1 an et demi de recherche. Pour l'instant, on en est à 6 mois de travail. C'est avec la SNCF qui est venue avec la problématique de concevoir un chariot pour nettoyer les endroits inaccessibles. Quand je dis inaccessible, c'est vraiment derrière une barrière qui est au-dessus d'un vide de 5 mètres. Et c'est de la crasse qui s'est emmagasinée depuis plusieurs années. Donc ils sont venus avec cette problématique. On a fait des workshops avec eux. Il y a eu 4 jours de workshop pour déterminer les besoins. Le besoin qui a été défini, c'était une machine vapeur avec un système aspirant qui devait être intégré dans le chariot. Donc là, en fait, vous avez le tout premier prototype pour démontrer l'idée, où on a tout simplement pris un chariot SNCF et pour l'instant intégré cette machine vapeur qui est récupérée, qui est une machine Karcher. Le but, ce sera de développer après ce chariot en partenariat avec Karcher. C'est quelque chose qui est en négociation. Mais à l'heure actuelle, pour la démonstration, on est pour avoir les financements, puisque ce genre de projet nécessite pas mal de financement, on a utilisé une machine existante. Sur tous les projets que je viens de vous montrer, il y a à peu près entre 7 et 8 résidents qui travaillent en moyenne. Ça paraît beaucoup même pour la ceinture Red Bull, mais chacun a son savoir-faire. Sur la ceinture Red Bull, on a quelqu'un qui a fait de la modélisation 3D, on a une personne qui s'est occupée de faire la dorure, une personne qui s'est occupée de faire la gravure chimique. Voilà, à chaque fois, en fait, chaque projet nécessite pas mal de compétences. C'est ce qui nous intéresse le plus parce que non seulement ça donne du travail à nos résidents, et surtout, ça leur permet d'explorer des champs nouveaux. Il faut vous imaginer qu'en général, un serrurier, par exemple, ou même un socleur qui va passer ses journées à faire des socles pour des œuvres d'art dans les musées, quand tout d'un coup, je vais lui demander de m'aider à souder quelque chose sur une ceinture ou de m'aider à faire une pièce pour une borne d'arcade ou de travailler sur un chariot SNCF, ça le change. Ça lui change pas mal, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça lui ouvre de nouveaux horizons. Ce qu'on a constaté au sein d'ici Montreuil, c'est que la majorité des résidents qui viennent donc ont leur spécialité et au bout d'1 ou 2 ans commencent à se mettre à faire autre chose et parfois ils changent même de profession. On a des serruriers qui sont passés ébénistes et vice versa. La méthodologie, je vous l'ai expliqué, donc je ne vais pas m'attarder dessus. La place du design dans tout ça, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais en gros, pour résumer, le design au sein d'un lieu collaboratif comme ici Montreuil, c'est un liant. Quand on a autant de savoir-faire qui sont réunis sur un seul et même projet avec des personnalités et des visions différentes,
Quand un projet doit être fait en 10 jours, c'est très 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 dur d'arriver à mettre tout le monde d'accord, et c'est là où justement le designer intervient. Déjà parce que c'est lui qui va choisir les savoir-faire nécessaires, mais c'est surtout lui qui va arriver à conceptualiser les idées de tout le monde et simplifier ça, manager le projet et le mettre en forme. Donc aujourd'hui, ici Montreuil, ça se caractérise par ça, c'est de l'art, de l'artisanat, de la technologie, et tout ça, ça peut être lié grâce au design. Une dernière chose, aujourd'hui les designers, ce qui se passe souvent aussi voilà, au sein du lieu, on a 4 designers en plus de moi, mais je fais partie de l'équipe, donc je ne me compte pas. C'est des gens qui sont indépendants, qui ont accès, ils ont leur propre clientèle, mais c'est souvent des petites entreprises. Le fait d'être dans un lieu comme ici Montreuil, mais c'est le cas aussi pour tous les artisans, c'est qu'aujourd'hui, on leur propose des très gros clients. C'est l'occasion de bosser quand même avec des entreprises comme Airbus, comme Bouygues, comme SNCF, comme Renault. Donc non seulement ça les change de ce qu'ils font, mais surtout, encore une fois, c'est une possibilité d'étendre leur business, parce qu'en général, ces collaborations se passent extrêmement bien. Ça arrive même très rarement que ça se passe mal, voire jamais. Et nous, ce qu'on fait par la suite, c'est que donc sur les premiers projets, on met en contact nos artisans avec les entreprises, mais après, ils gardent contact, c'est-à-dire qu'on n'intervient plus. Ils vont justement eux-mêmes développer des projets en partenariat avec ces entreprises. Voilà, donc là, si vous avez quelques questions, pendant ce temps, je vais vous mettre une petite vidéo parce qu'elle est un peu longue et pas forcément. Enfin, c'est juste pour vous présenter le lieu. Donc, je vais vous mettre cette petite vidéo où on devrait voir. Donc, vous allez pouvoir voir un peu tout l'ensemble des locaux, dont les ateliers aussi coworking, dont je n'ai pas beaucoup parlé. C'est juste deux grands espaces où on réunit tous les savoir-faire qui n'ont pas besoin d'ateliers. Et je vous remercie. Si vous avez quelques questions. Merci Pierrick pour cette présentation. Il me semble que tu m'avais dit que ici Montreuil a été mis en place depuis à peu près 3 ans. Je voulais savoir si les projets en collaboration avec les entreprises ont démarré très rapidement ou si justement il y a eu un temps d'approche des entreprises et de médiation sur votre rôle et ce que vous pouviez leur apporter. Non, étonnamment, c'est les entreprises qui sont venues avant presque nos résidents. C'est le fait qu'on propose un lieu d'immersion. Jusqu'à l'ouverture d'ici Montreuil, c'était un peu les SAD de Reims il y a 14 ans. C'était dans tous les sens, c'était à l'arrache, et c'est ce qui plaisait en fait. Ça les changeait tellement en fait de leur contexte que ça fonctionnait super bien pour les séminaires. Et il s'avère que c'est ce qui nous a permis en fait de convaincre au début les artisans de venir chez nous. Voilà, ça s'est fait dans ce sens-là. D'accord, donc en fait la relation avec l'entreprise vous a aussi vous-même permis de vous structurer quelque part. C'est exactement ça. Ici Montreuil a eu des difficultés au début qui sont un peu particulières, mais c'est grâce aux entreprises justement qu'on a pu se structurer, comprendre aussi les besoins qu'on avait, puisque au début on voulait juste ouvrir un lieu qui était ouvert à artistes, artisans et tous les savoir-faire possibles, sans trop se rendre compte au début vraiment pourquoi, à part avec l'idée de les réunir et de mutualiser des moyens techniques. Et c'est en particulier dans ces collaborations avec les entreprises que l'aspect formation a émergé. Au début, on n'avait pas du tout prévu de faire des formations, sauf que les entreprises, en fait, en étant sur place, nous demandaient toujours de découvrir le bois, le métal, et pas juste à ce qu'on fasse des prototypes, mais vraiment qu'on leur apprenne et qu'ils puissent, le temps d'une journée, vraiment changer de métier. Et c'est comme ça que les formations ont été mises en place. Tout à l'heure, tu me disais que vous veniez d'ouvrir un restaurant. Oui. Donc, tu peux nous en parler un peu plus justement du rôle de ce lieu ? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas parlé d'un endroit qui est assez important dans le lieu, qui représente quand même 200 mètres carrés. C'est la galerie et le restaurant et la boutique.
Aujourd'hui, en fait, c'est un espace qui est situé au rez-de-chaussée, qui donc offre un espace galerie donc je dirais 150 mètres carrés, et puis 50 mètres carrés de restaurant. L'avantage du restaurant, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Même si un jour vous êtes sur Paris, c'est ouvert le midi, il ne faut pas hésiter à venir. On vous fera faire des visites du lieu si vous voulez par la suite. Le concept du restaurant, c'est que c'est un chef étoilé qui vient en mode snack proposer des formules à nos résidents, mais aussi aux gens de l'extérieur. C'est là où ça devient intéressant pour nous. C'est que la prestation repas de midi à Montreuil, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais au-delà du kebab et du sandwich jambon, il n'y a pas grand-chose. Là, d'avoir un chef étoilé qui fait une formule à 10 euros, c'est un peu l'aubaine. Résultat, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent nous voir, qui finissent bien évidemment par voir ce qu'il y a dans la galerie, ce qu'il y a dans la boutique, puisque la boutique vend ce que font tous les créateurs au sein du lieu, et finissent par nous demander en fait de visiter le lieu. Et aujourd'hui, je dirais que il y a peut-être 5-10% déjà des personnes qui viennent le midi pour déjeuner, qui deviennent un potentiel business autant pour nous que pour nos artisans. Alors une question en attendant les suivantes, pardon. Le lieu, vous en êtes propriétaire ? Du tout. On est en train de négocier. Aujourd'hui, donc on loue les 1750 mètres carrés. On est en train de faire une proposition de rachat avec 800 mètres carrés en plus. Voilà. Et c'était quoi à l'origine ? Juste avant nous, alors à l'origine c'était une entreprise, c'était une industrie qui faisait de la sidérurgie, je crois. Je ne veux pas te dire de bêtises. Et juste avant nous, c'était une salle de réception de mariage. Une salle, pardon, de réception de mariage. Est-ce qu'il y a des questions ? Pardon, j'ai entendu un oui. Ah, pardon. Moi, j'aurais voulu avoir des précisions sur la propriété intellectuelle. Comment vous gérez ça, notamment sur des projets comme ça qui sont vraiment hyper collaboratifs Alors, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, puisque quand on est estampillé Fab Lab, bien évidemment, il y a une charte qui définit que tout doit être partagé et redistribué. Aujourd'hui, quand on va faire un prototype pour la SNCF ou pour Bouygues, c'est un savoir-faire qui est mis à disposition. Le résultat, c'est le prototype pour l'entreprise. Ce prototype, le temps de sa conception en général est gardé secret. Il appartient à l'entreprise une fois terminé. L'idée leur appartient. Par contre, ce qui ne leur appartient pas, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire et les techniques employées. Et ça, c'est quelque chose qui est libre d'accès chez nous. Si demain on nous demande exactement comment on a fait pour réaliser tel ou tel produit, les entreprises qui sont partenaires avec nous sont au courant que tout ça ce sera partagé et bientôt mis en ligne via un wiki qu'on va mettre en place. Voilà. Et sachant que sur la propriété intellectuelle, je dirais travailler ici Montreuil, c'est une expérience. Donc les résidents, les créateurs sont conscients de ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fait absolument pas partie du langage d'ici Montreuil. C'est-à-dire que quand nos résidents participent à un projet, ils savent d'avance que voilà, ils vont donner des idées, que c'est pour, je dirais, un bien collectif, puisque l'ensemble des bénéfices que fait l'entreprise doit obligatoirement être réinvesti dans l'entreprise. Donc c'est dans leur intérêt général. Et sachant que de toute façon, les idées qu'ils vont donner en général pour des prototypes, ne sont pas leurs idées qu'ils ont au quotidien, puisque c'est un champ d'action qui est tellement différent de celui auquel ils sont habitués que de toute façon, si vous voulez, ça ne va pas leur faire concurrence ou leur prendre leurs idées. Merci pour la présentation. J'avais une petite question sur... donc vous avez aussi vous êtes un peu apporteur d'affaires. Comment et qui décidait de la répartition en fait des tâches à effectuer? Et une autre question par ricochet, c'est quelle structure juridique vous avez et comment qui décide, comment sont réparties les prises de décision? Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre. On est une SKIC. La structure aujourd'hui, on est 6 personnes à gérer tout ça. Il y a les 2 créateurs. Aujourd'hui, depuis peu, je suis associé avec eux. Donc on a des réunions régulières. Maintenant, on a aussi des investisseurs qui ont leur mot à dire.
En général, en fait, il y a, à la création du lieu, disons qu'il y a une sorte de charte aussi qui a été créée au sein du lieu. Donc les décisions, elles sont très très simples à prendre en fait. Beaucoup de choses ont été définies. Il y a beaucoup de choses qui évoluent avec le lieu et avec sa vie au quotidien. Mais voilà, en général, il n'y a pas de grosses décisions à prendre qui pourraient chambouler un peu tout ça. Pour le développement par contre de l'entreprise, aujourd'hui, on est en train de monter une holding. En fait, chaque lieu sera une société indépendante chapeautée par une holding. Voilà. Après, pour la répartition des tâches, ça c'est mon rôle, puisque donc mon travail au sein du lieu, c'est designer, Fab Lab manager et chef de projet. Donc c'est moi qui vais choisir les artisans avec qui je travaille sur un projet. Le choix ne se fait pas du tout par favoritisme, mais ça va plutôt être, je fais en fonction de leur activité. C'est-à-dire que je suis au courant en permanence de qui a du travail, qui n'en a pas. Et en général, pour chaque savoir-faire, j'ai 2-3 personnes. Donc en fait, je vais toujours choisir celui qui a le plus de difficultés sur le moment. Et sur l'apport d'affaires, bien évidemment, on effectue quand même un gros travail pour démarcher les entreprises et les startups pour obtenir ce genre de projet. Et à ce moment-là, en fait, nos résidents, dans leur devis, ils savent déjà qu'il faut inclure un prélèvement de 5% sur leur montant final. Un petit peu. Moi, je voulais savoir si vous avez déjà fait des partenariats avec des autres associations de Montreuil. On pense au Fab Lab, à la Collecterie. Est-ce qu'il y a cet échange qui se crée aussi dans Montreuil ? Oui. Aujourd'hui, bon, donc, quand on parle de, par exemple, je vais reprendre déjà l'association qu'on a montée qui s'appelle Fab & Co. Fab & Co, bien évidemment, c'est les Fab Labs professionnels, mais aujourd'hui, on est en train d'intégrer d'autres Fab Labs qui ont besoin d'une structure de cette dimension et pour se développer et pour survivre pour certains. Et il va de soi qu'on travaille, moi non, ça c'est pas trop mon rôle au sein du lieu, mais en tout cas mon directeur est en étroite liaison avec, je dirais, l'ensemble des acteurs du monde maker et Fab Lab de Paris. Et la première chose, je dirais, qu'on va faire, c'est quand on vient nous voir pour, je dirais, un savoir-faire qui n'est pas le nôtre, par exemple, quand on nous demande des projets qui sont plus de l'ordre scientifique, on va immédiatement les orienter sur la paillasse. Voilà, ce Fab Lab qui est plus orienté justement sur ce genre de projet. On va faire ça avec l'ensemble des Fab Labs et on est en train d'essayer de voir comment... parce qu'aujourd'hui, il y a un Fab Lab Festival qui se fait à Toulouse, qui essaye un peu de regrouper les Fab Labs. Ça marche pas trop, parce que bon, ça c'est un petit problème qu'on a en France, c'est que on veut absolument mettre des règles de partout, on veut tout définir dès le départ. Il y a un moment, il faut se lancer. Ça fait 2 ans qu'ils essayent, ça marche toujours pas. Donc nous, on essaye de le faire de façon beaucoup plus souple et plus cool, en essayant de voir ce qu'on peut organiser comme événement pour faire de la communication, pour inviter les personnes à venir nous voir dans nos lieux. Et voilà. Et après, on donne aussi un soutien logistique, je dirais, aux lieux qui sont plus petits que nous, puisque vu qu'aujourd'hui, on a la chance d'être viable et rentable, ce qui n'est pas malheureusement le cas de tous les Fab Labs. On essaye de les aider, donc en leur envoyant de la clientèle et parfois en leur laissant à disposition nos moyens. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Sinon, on va... Ah, pardon. Oui. Je voulais juste poser une dernière question au sujet du profil, en fait, des personnes qui ont monté ici Montreuil. Tu peux nous en dire aussi un peu plus? Alors, c'est un couple qui a monté ici Montreuil. Lui vient du monde de la pub, pur et dur. Et elle était directrice de banque. Voilà, c'est des gens qui, à la base, ont eu un burn-out, mais pas un vrai, mais ils ont juste eu ras-le-bol de leur métier. Et le projet, donc, avant ici Montreuil, ils ont monté une société qui s'appelait... Enfin, la société réellement s'appelle Made in Montreuil. Ici Montreuil, c'est le lieu. Et Made in Montreuil, au début, donc le but, c'était de rencontrer un peu les acteurs du milieu de l'art et de l'artisanat à Montreuil.
Et ils ont réalisé un livre qui parle de 93 de ces artisans et artistes. Et c'est en faisant ce livre, en fait, tout simplement, ils ont vu le manque de moyens, le manque de réseau, et l'idée du lieu est née comme ça. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, non, je fais un dernier tour. S'il n'y a pas d'autres questions, donc merci encore. Bravo pour ce travail.